Pour améliorer ses performances aux Olympiques, l'équipe canadienne de ski de fond s'est entraînée en altitude dans les Rocheuses. Le but, stimuler la production de globules rouges dans le sang afin de pouvoir transporter plus d'oxygène vers les muscles. Dans son genre, c'est le programme le plus intense au monde et il a suscité de grands espoirs. Au cœur des Rocheuses, un groupe d'athlètes canadiens s'entraîne en vue des Jeux olympiques. Ils grimpent au sommet des montagnes pour suivre un programme d'entraînement étonnant. Leur arme secrète se trouve à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils comptent sur les effets de la haute altitude afin d'augmenter leurs chances de monter sur le podium. Nous sommes en juillet 2009, au quartier général de l'équipe canadienne de ski de fond à Canmore, en Alberta. Même en plein été, l'entraînement bat son plein pour toute l'équipe, dont l'Albertaine Sarah Renner et le jeune Québécois Alex Harvey. Les gens souvent pensent qu'on commence à s'entraîner à l'automne, mais le 1er mai, l'entraînement recommence intensément jusqu'à mi-novembre. On fait du ski à roulettes, de la course, de la musculation. C'est en été que se forment les grands athlètes. Sarah mise beaucoup sur son entraînement. À ses débuts, ses performances étaient décevantes en compétition internationale, comme aux Jeux de Nagano en 1998. La Canadienne Sarah Renner qui termine 65e. J'étais parmi les dernières, comme toute l'équipe canadienne d'ailleurs. Nous avons fait nos débuts au moment où le dopage était à son comble dans notre sport. Je craignais que le succès international ne viendrait jamais. Pour améliorer leurs chances sans tricher, les skieurs canadiens comptent sur un programme spécial d'entraînement en altitude conçu par David Smith. Lorsqu'on est parmi les meilleurs au monde, toute méthode qui procure un petit avantage est importante. C'est pourquoi nous utilisons l'entraînement en altitude. Le principe est simple. Lorsqu'on monte en altitude, la concentration d'oxygène diminue dans l'air. Pour compenser, les reins se mettent à produire une hormone, l'EPO, qui stimule la production de globules rouges. En augmentant la quantité de globules rouges, on augmente la capacité de transporter l'oxygène vers les muscles et on améliore ainsi l'endurance. Entre 13 et 28 jours après être revenus au niveau de la mer, les athlètes ont davantage de globules rouges, donc ils peuvent transporter plus d'oxygène et ils performent mieux. On veut profiter du moment idéal après l'entraînement en altitude où la performance sera optimale. Mais trouver la formule d'entraînement exacte n'est pas si simple. À quelle altitude faut-il s'entraîner? Pour quelle durée et de quelle façon? David Smith se met à étudier ces questions en 1989 pour le compte de l'équipe canadienne de natation, un sport où l'entraînement en altitude est pratiqué depuis longtemps. Il réussit à obtenir les détails secrets du programme de l'Allemagne de l'Est, le chef de file en la matière. Mais en essayant ce protocole, David Smith a toute une surprise. La performance des athlètes se détériore. Nous avons observé tout ce que nous pouvions possiblement observer pour nous rendre compte que les athlètes s'étaient entraînés trop fort. Ils ont obtenu des résultats très ordinaires en compétition. Il se rend compte alors de son erreur. L'entraînement était trop intense. Il avait été conçu pour des athlètes d'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire des athlètes dopés aux stéroïdes. Les performances étaient surhumaines. Et moi, je ne voulais pas jouer ce jeu-là. Je veux comprendre le corps humain pour conseiller les athlètes et les aider à accomplir leur potentiel. Il réajuste son programme d'entraînement pour les Jeux d'été de 1992 à Barcelone, où le nageur canadien Mark Tewksbury est en quête de sa première médaille olympique. J'assistais à la course depuis les gradins et lors de la dernière longueur, Mark était deuxième.
J'ai alors prédit à son entraîneur qu'il allait gagner en raison de sa vitesse et de son endurance. J'ai tourné mon regard vers le tableau des résultats pour voir qui avait gagné. Mark Tewksbury. C'était fantastique. Toute l'équipe a sauté de joie. Il remporte la médaille d'or par 6 centièmes de seconde seulement. L'entraînement en altitude est un des nombreux éléments qui influencent la performance d'un athlète. Mais nous croyons que c'est grâce à cela que Mark a gagné sa médaille. Après ce succès, David Smith adapte son programme au patinage de vitesse et au ski de fond. Il veut trouver la meilleure formule possible pour améliorer la performance des athlètes sans dopage. Si nous obtenons une amélioration de la performance d'1 ou d'1,5%, nous sommes emballés. C'est au spectaculaire glacier Hague, dans les Rocheuses, que l'équipe canadienne de ski de fond effectue une partie de son entraînement d'été en altitude. L'équipe s'entraîne pendant 3 semaines sur un parcours de 7,5 km. Et au pied du glacier, il y a le camp Becky Scott, un camp où les athlètes peuvent vivre en altitude. C'est la première fois que David Smith se rend lui-même sur le glacier. Le lieu répond parfaitement à sa formule d'entraînement. C'est excellent. Lors de l'atterrissage sur le glacier, le pilote nous a indiqué l'altitude exacte, 2700 mètres. C'est idéal pour nos besoins. Et puisque le terrain est relativement plat, ils peuvent s'entraîner à une vitesse constante. L'entraînement au glacier Hague dure 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. En Coupe du Monde, les 30 ou 20 premiers vont arriver à la ligne là, ensemble. Ça va être un super gros sprint. Puis, avec les différences, c'est vraiment minime. Moi, je m'entraîne pour être le meilleur au monde. Donc, il n'y a aucun... Si je peux avoir un entraînement qui va faire une différence de 1%, mais je vais le faire. Puisque l'oxygène se fait plus rare ici, les skieurs doivent doser leurs efforts. Sinon, ils courent le risque de s'épuiser rapidement et de réduire leur performance. Il faut vraiment modérer sa cadence en altitude, même si nous sommes contents d'être sur la neige. Il faut se retenir. Pour éviter un surentraînement, l'équipe effectue des prises de sang. Les athlètes vérifient aussi leur battement cardiaque. Mais un entraînement pas assez intense n'aidera pas l'athlète à se développer. C'est une délicate question de dosage. Il est possible de s'entraîner de façon intense en altitude, mais il faut en tenir compte et prévoir le temps de repos en conséquence. Les techniques de récupération deviennent très importantes ici. C'est sûr que c'est difficile. Quand on revient chez nous, on est fatigué, mais c'est le but de ça, c'est vraiment de faire une surcharge d'entraînement, de récupérer pendant quelques jours, puis après ça, toutes les valeurs physiologiques montent. C'est l'heure de la pause. Tout le monde redescend au camp pour le dîner. En passant régulièrement du temps en altitude, des changements physiologiques se manifestent aussi à long terme chez les athlètes. Le cœur grossit et ça améliore leur capacité, leur performance, que ce soit en sprint ou dans des épreuves de longue distance. Ils ont alors l'endurance nécessaire. Une chose est claire, la performance de l'équipe canadienne s'est améliorée de façon remarquable. L'équipe a fait des gains importants en compétition internationale. Sarah Renner était parmi les dernières à Nagano, mais aux Jeux de Turin en 2006, elle a gagné la médaille d'argent avec sa collègue Becky Scott. L'équipe canadienne s'entraîne en altitude plus que quiconque au monde, et nous le faisons avec confiance.
C'est la première fois que les 7 membres de notre équipe ont tous le potentiel de monter sur le podium. C'est emballant de voir notre équipe passer de la dernière position à être maintenant en lice pour remporter des médailles. Même les méthodes d'entraînement les plus poussées ne garantissent pas la victoire. L'équipe a obtenu des résultats décevants lors de la première semaine des Jeux de Vancouver. Mais il lui reste une semaine pour renverser la vapeur et pour s'approcher du podium avec l'aide de la science.